Mon mari, le médecin, s'est occupé de la mère de sa maîtresse jour et nuit. Je n'ai pas fait de scène, j'ai simplement divorcé de lui en silence et je suis parti. Un mois plus tard, quand il l'a ramenée à la maison, son visage s'est décomposé quand il a vu. Le couloir de l'aile exécutive de l'hôpital universitaire métropolitain sentait toujours légèrement l'huile essentielle d'eucalyptus, un parfum agréable qui contrastait vivement avec l'odeur âpre et antiseptique des étages ordinaires. Je me cachais derrière une colonne de marbre, le cœur aussi froid que la pierre. Depuis la suite 7003, je pouvais entendre la voix douce et aimante de mon mari, Jake. Allez, ma douce. Juste un peu plus. J'ai spécifiquement demandé à la cuisine de faire ce bouillon extra lisse, exactement comme tu l'aimes. Une voix de femme adulatrice répondit. Ce devait être la jeune infirmière Sophia, la maîtresse de Jake. Ma mère a tellement de chance de t'avoir. Quelle bénédiction que quelqu'un d'aussi compétent et attentionné que Jake s'occupe de toi. Oh, ma fille a l'œil vif. C'est vrai. Quelle belle prise elle a faite. C'était la voix faible mais satisfaite de Madame Davis, la mère de Sophia. Je serrai fermement le téléphone portable dans ma main. Le message d'Ethan, le frère cadet de Jake, brillait encore sur l'écran, envoyé il y a 1 heure depuis un hôpital général décrépit d'un comté rural du nord de l'État de New York. Claire, je crois que maman ne va pas bien du tout. Le médecin dit qu'il faut la transférer dans un plus grand hôpital. J'ai appelé Jake toute la matinée, mais il ne répond pas. Il doit être en chirurgie d'urgence, n'est-ce pas, sœurette? Chirurgie? Oui. Une véritable production théâtrale. Sa chirurgie se déroulait dans cette même suite luxueuse, ses mains s'occupant méticuleusement de la mère de sa maîtresse pendant que sa propre mère luttait contre la douleur dans un hôpital rural oublié. J'avais commencé à soupçonner des choses il y a longtemps. Jake rentrait de plus en plus tard. Les appels urgents pour des consultations et les chirurgies nocturnes devenaient plus fréquents. C'était un chirurgien doué, la fierté de l'hôpital, donc ses excuses semblaient toujours plausibles. Mais l'intuition d'une épouse de 10 ans ne se trompe jamais, surtout après avoir accidentellement trouvé un reçu pour un panier de fruits de luxe dans la poche de sa blouse blanche, livré précisément à cette chambre. 7003 et maintenant, j'étais là, voyant de mes propres yeux Jake, vêtu de la chemise bleu pâle que je lui avais repassée, les manches soigneusement retroussées, épluchant avec soin une pomme rouge et croquante. Sophia était assise à côté de lui, la tête posée coquettement sur son épaule. Madame Davis, installée dans son lit, les regardait avec une expression de contentement parfait. Une image de la famille parfaite, si parfaite qu'elle en était nauséabonde. J'inspirais profondément, essayant de réprimer le tremblement qui montait de ma poitrine. Douleur, trahison, mépris, un cocktail toxique d'émotions qui m'étouffait. Il fut un temps où j'aurais fait irruption dans cette pièce en hurlant, brisant leur scène hypocrite. J'aurais giflé cette femme et arraché le masque de mon maudit mari. Mais pas maintenant. Je les observais à travers l'entrebâillement de la porte. La façon dont Jake regardait Sophia, son sourire n'était pas forcé. Il appréciait cette farce. La carrière de Jake, sa réputation, c'était ce qu'il appréciait le plus. Un scandale d'adultère et d'abandon de sa mère âgée serait un coup fatal dans cet hôpital, surtout au moment où il était sur le point d'être promu chef de service adjoint. Une femme intelligente ne cherche pas à se venger par la violence. Seules celles qui n'ont rien à perdre le font. J'avais encore beaucoup à perdre. Mon honneur, la réputation de ma famille, et surtout, l'opportunité de tout récupérer. Je tournais les talons et m'éloignais en silence. Les rires joyeux de la suite 7003 s'estompèrent derrière moi. Je n'allais pas faire de scène. Je les laisserais profiter de leur dernier moment de bonheur. Car la véritable représentation était sur le point de commencer, et j'en étais la metteur en scène. Au lieu de provoquer un scandale, je choisis un coin plus discret au bout du couloir, un endroit d'où je pouvais observer la porte du 7003 sans être vu. Ce dont j'avais besoin, c'était de preuves, pas d'une dispute inutile. Les larmes ne résolvent rien. Seule la logique et une préparation méticuleuse m'aideraient dans cette bataille. J'allumai l'appareil photo de mon téléphone et le réglai sur le zoom. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Je dus prendre plusieurs respirations profondes pour stabiliser ma visée. Environ 15 minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. Sophia sortit la première, s'agrippant au bras de Jake. Ils se chuchotèrent quelque chose, et elle se hissa sur la pointe des pieds pour lui donner un baiser fugace sur la joue. Un baiser de remerciement, un baiser de victoire.
J'appuyai sur le déclencheur. Les photos du profil de Jake et du sourire satisfait de Sophia étaient d'une netteté cristalline. Ils ne partirent pas immédiatement. Ils restèrent près de la porte pendant que Jake donnait quelques dernières instructions à une infirmière et que Sophia mentionnait qu'elle allait jeter un petit sac poubelle. Jake attendait. Je savais que c'était ma chance. Calmement, je sortis de ma cachette et me dirigeai vers les ascenseurs. En passant à côté de lui, je fis accidentellement tomber mon sac à main. Plusieurs rouges à lèvres et un petit miroir roulèrent sur le sol. « Oh, je suis tellement désolé » murmurai-je juste assez fort pour qu'il m'entende. Jake se retourna, surpris. Quand nos regards se croisèrent, je vis une lueur de panique, mais il la masqua rapidement. C'était un excellent acteur. « Claire, que fais-tu ici ?» Il se pencha pour ramasser mes affaires. Sa voix était légèrement tendue. « Je suis venu rendre visite à une connaissance. »« N'as-tu pas dit que tu avais une chirurgie toute la journée ?» Je le regardai droit dans les yeux. Ma voix était d'un calme glacial. « Ah, l'opération s'est terminée plus tôt. Je suis juste passé voir un patient avant de partir. » Jake était clairement nerveux. Il n'avait pas l'habitude de me mentir si maladroitement. « Ah, oui. »« Le patient dans cette chambre ?» demandai-je en désignant le 7003. « Tu sembles terriblement préoccupé par lui. C'est un membre de la famille d'un collègue ?» Juste à ce moment, Sophia revint. En me voyant, son joli visage se crispa instantanément. Elle me reconnut comme l'épouse du docteur Jake Anderson, qu'elle avait vu plusieurs fois à la fête de Noël de l'hôpital. Jake était figé entre nous deux. L'air devint lourd. Je souris d'un parfait sourire social. J'acceptai le sac à main de ses mains. « Eh bien, je ne vais plus t'interrompre avec ton patient. Je pars maintenant. Ne sois pas en retard pour le dîner. » Je ne leur laissai pas le temps de dire quoi que ce soit d'autre et je me détournai. Même à l'intérieur de l'ascenseur, je sentis le regard de Jake fixé sur mon dos. Il avait peur, mais je n'avais pas encore fini. Je ne suis pas allé au parking. Je suis descendu au rez-de-chaussée et je suis sorti dans le jardin de l'hôpital. Je me suis assise sur un banc et j'ai allumé mon téléphone. Je n'ai pas regardé les photos que je venais de prendre. J'ai ouvert le fichier audio que j'avais discrètement commencé à enregistrer lorsque j'avais entamé la conversation avec Jake. Sa voix nerveuse, ses mensonges maladroits, son silence coupable à l'apparition de Sophia. Tout était enregistré. J'ai calmement sauvegardé le fichier et les renommé. Le jour du jugement. Puis j'ai cherché dans mes contacts le numéro de Maître Harrison. J'ai appelé et il a répondu presque instantanément. « Madame Anderson, comment puis-je vous aider ?» La voix de Maître Harrison était toujours claire et professionnelle. Il était l'avocat de ma famille depuis longtemps. « Maître Harrison, j'ai besoin de votre aide, dis-je en prenant une profonde inspiration. Je veux que vous rédigiez un accord de divorce, et j'ai besoin d'une consultation tout de suite. J'ai des preuves. Je veux qu'il parte sans rien. » Compris, dit Maître Harrison sans poser d'autres questions. Pouvez-vous être à mon bureau dans 1 heure? Je vous attendrai. Merci. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. La rage précédente s'était complètement dissipée. Dans ma poitrine, il ne restait qu'un sentiment de vide glacial et une détermination d'acier. Jake, tu as choisi ce chemin. Ne me blâme pas d'être cruel. 10 ans de mariage, 10 ans à prendre soin de ce foyer, récompensé par la trahison. Tu vas le payer, et le prix sera très, très élevé. Le bureau de Maître Harrison se trouvait au 20e étage d'un immeuble de bureaux de premier ordre en centre-ville. L'espace, calme et luxueux, imposait une solennité presque suffocante. Je m'assis en face de lui et posai mon téléphone sur la table. « Voici tout ce que j'ai, dis-je calmement. Des photos de lui et de sa maîtresse s'occupant de la mère de celle-ci dans une suite VIP, l'enregistrement de notre conversation dans le couloir de l'hôpital où il admet avoir menti sur une chirurgie, et des messages de son frère confirmant que sa propre mère est gravement malade dans un hôpital rural et qu'il l'a complètement abandonnée. » Maître Harrison examina méticuleusement chaque pièce à conviction. Il portait des lunettes et son visage ne révélait aucune émotion. C'était un avocat compétent et, surtout, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. « Les preuves sont assez claires, Madame Anderson, dit-il en levant les yeux et en enlevant ses lunettes. Émotionnellement, il a gravement violé la confiance conjugale. S'occuper de la mère de sa maîtresse tout en abandonnant la sienne est une faiblesse morale fatale.
Je ne m'intéresse pas à sa moralité, l'interrompis-je. Je veux savoir ce que dit la loi. Je veux le laisser sans rien. Comme on dit, l'amour est une chose, mais les affaires sont les affaires. Maître Harrison fronça légèrement les sourcils devant ma dureté. Il ajusta ses lunettes. Madame Anderson, vous devez comprendre que légalement, les biens matrimoniaux acquis pendant le mariage sont généralement partagés à 50-50e lors d'un divorce. À moins que vous ne puissiez prouver que toute la richesse a été générée par vous ou qu'il n'a rien contribué, sa prestigieuse réputation de médecin compte comme une contribution. Je ricana. Laissez-moi clarifier. La propriété de banlieue où nous vivons a été achetée avec l'argent que mes parents m'ont donné comme cadeau de mariage. C'est documenté comme un bien propre. La société pharmaceutique que je dirige est l'héritage de ma famille. Jake n'est qu'un médecin salarié. Oui, son salaire est élevé, mais les quelques 350 000 $ que nous avons en épargne commune sont sur un compte joint. Alors nous pouvons nous concentrer sur ces 350 000 $ et la voiture, nota Maître Harrison. Quant à la propriété, si nous avons les documents prouvant qu'il s'agit d'un bien propre prénuptial, il n'aura droit à rien. Mais la Tesla Model S qu'il conduit et ses 350 000 $, un juge est très susceptible de les partager équitablement. Je ne veux rien partager, dis-je fermement. Je veux tout. Je veux qu'il sorte de ma vie avec seulement ce qu'il a gagné, pas ce que je lui ai donné. Maître Harrison s'arrêta, pensif. Il entrelaça ses doigts. Alors nous n'allons pas porter cette affaire devant les tribunaux. Du moins, pas encore. J'attendis qu'il continue. Nous allons utiliser une stratégie différente, dit-il lentement. Qu'est-ce que votre mari apprécie le plus? Sa réputation, le poste de chef de service adjoint auquel il aspire. Exactement, acquiesça Maître Harrison. Ces preuves pourraient ne pas suffire à le dépouiller de tous ses biens au tribunal. Mais que se passerait-il si ces preuves parvenaient accidentellement au conseil d'administration de l'hôpital, au comité d'éthique médicale, ou même au forum interne de l'hôpital? Un éclair de compréhension traversa mon esprit. Je commençais à saisir son plan. Un médecin prestigieux, continua-t-il, ayant une liaison avec une infirmière de son personnel, abandonnant sa propre mère mourante pour s'occuper de la mère de sa maîtresse. Madame Anderson, ce n'est pas seulement un manquement moral personnel. C'est un scandale qui pourrait complètement détruire sa carrière. L'hôpital ne permettra jamais à quelqu'un comme ça de représenter son image. Vous suggérez que je le menace avec ça? Je vous suggère de lui donner un choix, me corrigea Maître Harrison. D'un côté, l'accord de divorce que nous allons rédiger. Il spécifiera qu'il renonce volontairement à tous ses droits sur la propriété, le véhicule et la totalité des 350 000 $ d'économie. Il part les mains vides, mais en retour, vous gardez le silence. Ces preuves ne verront jamais le jour. De l'autre côté, Maître Harrison sourit. C'était le sourire froid d'un avocat chevronné. Sa carrière s'effondrera en un instant. Il ne perdra pas seulement l'argent, il perdra tout. Je pris une profonde inspiration. C'était exactement ce que je voulais, un coup direct à sa fierté et à son avenir, pas seulement à son portefeuille. Maître Harrison, dis-je, ma voix complètement calme. Rédigez l'accord le plus dur possible. Rendez chaque clause explicite. La maison, la voiture, les économies. Il n'aura pas un centime. Et je le veux prêt ce soir. En êtes-vous complètement sûr, Madame Anderson? Ce soir? Complètement. Je me levai. Je ne passerai pas une seconde de plus sous le même toit que cet homme. Je suis rentré à la maison au crépuscule. La propriété était silencieuse et froide. J'allumai les lumières du salon. La lueur jaune et chaude habituelle me semblait maintenant étrangère. Je n'ai pas préparé le dîner. J'ai fait infuser une théière de camomille, je me suis assise sur le canapé et j'ai placé l'accord de divorce faxé par Maître Harrison sur la table basse. À 22 heures, le son familier du moteur de la Tesla Model S de Jake résonna à l'extérieur. Il était de retour, probablement après avoir déposé Sophia et profité d'un agréable dîner avec elle, se souvenant seulement alors qu'il avait une femme qui l'attendait. La porte s'ouvrit et Jake entra. Il avait l'air fatigué. Il desserra sa cravate. Encore réveillé, demanda-t-il comme si de rien n'était. J'ai eu une chirurgie très compliquée. Je suis épuisé. Chirurgie encore? Quel mensonge éhonté. Je ne répondis pas. Je le regardais simplement en silence.
Il dut remarquer quelque chose d'étrange dans mon regard car il s'arrêta. Il me regarda, puis baissa les yeux vers la table basse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Quelque chose que tu devrais lire, dis-je, ma voix glaciale. Jake s'approcha, prit les papiers, et les mots accord de divorce frappèrent ses yeux. J'observai son visage passer de l'épuisement à la surprise, puis à une pâleur mortelle. Il tourna les pages une par une, ses mains tremblant en lisant. Lorsqu'il arriva à la section sur le partage des biens, qui disait « Le conjoint B, Jacob Anderson, renonce volontairement à tous ses droits sur les biens matrimoniaux, y compris la propriété de banlieue, le véhicule et la totalité des économies », il releva brusquement la tête. « Es-tu folle » cria-t-il en jetant les papiers sur la table. « Tu as perdu la tête. Pour qui te prends-tu pour exiger ça? Cette maison? Ces économies sont mon sang et ma sueur. Ton sang et ta sueur? Je ricana. C'était le sourire qu'il détestait le plus. Ou le sang et la sueur que tu as versé en t'occupant de la mère de ta maîtresse, continuai-je, ma voix tranchante et claire. Tu m'as dit que tu opérais, mais tu étais en réalité avec elle dans la suite 7003. Jake, tu es un acteur magnifique. Le visage de Jake devint cendré. Il fit un pas en arrière. Tu m'as suivi. Je n'en ai pas eu besoin. Tu as laissé la piste toi-même. Je pris mon téléphone, ouvris les photos de l'hôpital et les lui montrai. Quelle famille heureuse, n'est-ce pas? Toi, épluchant tendrement une pomme, elle, penchée sur ton épaule. Quel dommage que ta vraie mère, qui se débat dans un hôpital rural, ne sache pas que son cher fils est si occupé à être un bon gendre pour quelqu'un d'autre. Jake fixa l'écran, sans voix. Il balbutia. Claire, je peux expliquer. C'est juste une collègue. Une collègue? Je me levai et lui fis face. Une collègue dont tu t'occupes en abandonnant ta mère mourante et en mentant à ta femme. Tu me prends pour une idiote? Que veux-tu? Cria-t-il en essayant de reprendre contenance. À quoi bon faire une scène? Le divorce, d'accord, mais les biens sont partagés. Cette maison est un bien matrimonial. Tu ne comprends toujours pas. Je désignais de nouveau l'accord. Tu signes ça. Tu pars volontairement et les mains vides. Et je garde le silence. Ce mariage se termine discrètement. Et si je ne le fais pas, me défia Jake. Si tu ne le fais pas, je souris. Demain matin, toutes ces photos, l'enregistrement de notre conversation à l'hôpital, les messages de ton frère, tout sera sur le bureau du docteur Sterling. Ce sera présenté au comité d'éthique médicale de l'hôpital. Et je me demande à quel point le forum interne des médecins sera animé quand ils apprendront que le brillant docteur Jacob Anderson est un adultère et un fils terrible. Je le fixai droit dans les yeux. Ce poste de chef de service adjoint auquel tu aspires. Penses-tu qu'il sera encore à toi? De plus, penses-tu qu'ils te laisseront continuer à porter cette blouse blanche? Chaque mot que je prononçais était un couteau poignardant directement la fierté et la plus grande peur de Jake. Il me regarda, les yeux pleins de rage, mais aussi d'une terreur absolue. Il savait que je ne plaisantais pas. Il savait que j'avais des relations. Mon père et le docteur Sterling étaient des amis de longue date. Jake resta immobile un moment. L'air dans la pièce était étouffant. Finalement, il expira comme si toute son énergie s'était écoulée. Le stylo, dit-il d'une voix rauque. Je posai un stylo sur les papiers. Jake le prit. Sa main tremblait alors qu'il signait son nom sur chaque page de l'accord. Le grattement du stylo sur le papier sonnait comme le déchirement de notre mariage de 10 ans. Quand il eut fini, il jeta le stylo sur la table. Satisfaite? Il me regarda avec des yeux vides. Très. Je rassemblai l'accord, vérifiant les signatures. Maintenant, fais tes valises et sors de ma maison. Maintenant. Je ne veux plus voir ton visage une seconde de plus. Jake ne dit rien. Il monta à l'étage en titubant. 30 minutes plus tard, il descendit avec une petite valise. Sans me regarder, il se dirigea droit vers la porte. Quand sa main fut sur la poignée, je l'appelai. Jake se retourna, l'expression épuisée. Ta mère est dans cet hôpital du nord de l'État, dis-je. Je pense qu'elle est très malade. Ton frère t'a appelé toute la journée. Il n'a pas pu te trouver. Tu devrais l'appeler. Je vis une lueur de honte traverser le visage de Jake. Il hocha la tête, ouvrit la porte et partit.
Le bruit de la porte se refermant fut sec et définitif. Je restai dans l'immense salon, serrant la corde. J'avais gagné le premier round, mais je savais que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, Jake et moi nous sommes retrouvés au palais de justice. Nous sommes arrivés très tôt, juste à l'ouverture. Nous n'avons pas échangé un mot. Jake portait des lunettes de soleil qui cachaient de profondes cernes sous ses yeux. Peut-être n'avait-il pas dormi, ou peut-être avait-il cherché du réconfort auprès de sa maîtresse. Je m'en fichais. La procédure de divorce par consentement mutuel fut rapide. Nous avions un accord parfaitement rédigé par un avocat spécifiant que Jake renonçait volontairement à tous ses biens. La juge nous regarda avec une certaine surprise, en particulier la clause sur le partage des biens, mais comme nous étions tous les deux d'accord et qu'il n'y avait pas de litige, elle l'approuva sans délai. En sortant du palais de justice, je tenais le jugement de divorce dans mes mains, un papier fin mais lourd. Il mettait officiellement fin à 10 ans de ma jeunesse, 10 ans d'amour et de haine. La Tesla, dis-je, ma voix dépourvue d'émotion alors que nous étions dans le hall. Selon l'accord, tu dois me la remettre. Où sont les clés? Jake plongea la main dans la poche de son manteau et jeta le porte-clés sur un banc de pierre voisin. Le son du métal heurtant la pierre était discordant. Je vais prendre un taxi, dit-il en se tournant pour partir. Son dos était droit, mais je pouvais sentir la défaite et la rage contenue. Jake, l'appelai-je à nouveau. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. As-tu appelé ton frère? Comment va ta mère? Jake resta silencieux quelques secondes. J'ai appelé. Elle est pareille. L'hôpital général du comté a dit qu'elle devait être transférée, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. De bons médicaments suffisent. L'amener ici est cher et compliqué. Je suis occupé. Il était occupé à commencer sa nouvelle vie avec Sophia, et même sa propre mère était devenue une complication. En entendant sa réponse, le dernier vestige de compassion, la dernière trace d'affection conjugale que j'aurais pu avoir, disparut complètement. Je réalisais que cet homme était bien plus cruel et égoïste que je ne l'avais jamais imaginé. Il n'avait pas seulement trahi sa femme, mais était aussi un fils terrible pour la femme qui lui avait donné la vie. Très bien, va, dis-je. Jake disparut dans la foule matinale. Je restai là, serrant les papiers du divorce. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais qu'un mépris infini. Au moment où j'allais ouvrir la portière de la voiture, mon téléphone sonna. C'était Maître Harrison. Maître Harrison, bonjour. Madame Anderson, bonjour. Tout est finalisé. Oui, c'est fait. J'ai le jugement de divorce dans les mains. Excellent. La voix de Maître Harrison resta calme. Je vous ai appelé pour vous informer de quelque chose. Je viens d'envoyer quelqu'un vérifier l'état de votre ex-belle-mère à l'hôpital général du comté. La situation n'est pas bonne. Le médecin là-bas dit qu'elle a une insuffisance valvulaire sévère, et compte tenu de son âge, son état est critique. Ils ont suggéré un transfert immédiat à l'hôpital universitaire métropolitain, mais la famille, plus précisément Jake, n'a pas consenti. Il a seulement autorisé des médicaments, disant qu'il programmerait quelque chose plus tard. Il m'a dit qu'il était occupé, répondis-je en serrant les dents. Correct. Et pour votre information, il a réservé un court voyage à Miami Beach avec Sophia en utilisant une carte de crédit que vous avez déjà annulée. Je suppose que c'est pour célébrer sa liberté. Une vague de fureur froide m'envahit. Donc, ce n'était pas qu'il n'avait pas l'argent. C'était qu'il ne voulait pas le dépenser pour sa propre mère. Il préférait le dépenser pour un voyage avec sa maîtresse plutôt que de sauver la vie de sa mère. Madame Anderson appela Maître Harrison, remarquant mon silence. Que comptez-vous faire? Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Merci, Maître Harrison. Pourriez-vous contacter le docteur Matthew Sterling à l'hôpital universitaire métropolitain? J'ai besoin de lui parler. Le docteur Sterling? Compris. Je vais prendre un rendez-vous tout de suite. Non, l'interrompis-je. Je ne veux pas de rendez-vous. Je veux lui parler maintenant, sur sa ligne personnelle. Dites-lui que Claire, la fille de son ami, a besoin de son aide pour une affaire urgente de vie ou de mort. Il y eut quelques secondes de silence. Compris. Veuillez patienter. Je restais à côté de la Tesla, la voiture qui symbolisait autrefois le succès de Jake, et qui était maintenant mienne. Je regardais le trafic dense. Jake, tu as tout jeté toi-même,
et je vais récupérer tout ce que tu as méprisé, y compris ta mère. Allô, Claire. Ma chère, la voix chaude et autoritaire du docteur Sterling retentit au téléphone. Le docteur Sterling était le meilleur ami de mon père, le cardiologue le plus prestigieux de la ville, et l'actuel chef de service de l'hôpital universitaire métropolitain. Oui, docteur. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger si soudainement. Ne t'inquiète pas, mon enfant. J'ai confiance en ton père aussi. Je ne l'ai pas vu dernièrement. Le docteur Sterling maintint son ton aimable. Oui, mon père va bien. Merci, docteur. En fait, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous demander une faveur très urgente. Que se passe-t-il? Dis-moi. Ne fais pas de manière avec moi. Je pris une inspiration et expliquai la situation de manière concise. Docteur, mon ex-belle-mère est dans un hôpital rural du nord de l'État. Son état est très grave. Elle a une insuffisance valvulaire sévère et a besoin d'une chirurgie immédiate. Les médecins là-bas ont demandé un transfert vers votre hôpital, mais son fils, mon ex-mari Jack, n'a pas consenti. J'entendis le docteur Sterling soupirer à l'autre bout. Il avait probablement déjà entendu des rumeurs sur Jack. Le cercle médical de la ville n'était pas si petit. Ex-mari, répéta-t-il. Oui, nous avons divorcé ce matin. Je vois. C'est Jack Anderson. Sa voix devint sérieuse. Et que veux-tu? Je veux l'amener ici, dis-je fermement. Je veux vous demander de lui assigner la meilleure suite exécutive, de rassembler l'équipe de spécialistes la plus compétente pour une consultation, et de l'opérer. Je paierai toutes les dépenses jusqu'au dernier centime. Je n'ai qu'une seule condition. Dis-moi. Cela doit être gardé dans le secret le plus absolu, insistai-je. Je ne veux pas que Jack ou qui que ce soit d'autre sache que je suis derrière tout ça. Pourriez-vous envoyer une ambulance de votre hôpital à l'établissement du nord de l'État pour l'amener ici tout de suite? Inventez n'importe quelle excuse. Un programme de sensibilisation de l'hôpital, peu importe. J'ai juste besoin qu'elle soit amenée ici en toute sécurité. Le docteur Sterling resta silencieux un moment. Il savait que je le mettais dans une position délicate. C'était en dehors de toute procédure. Claire, dit-il lentement. Envoyer une ambulance à travers l'État pour un patient sur la base d'une demande personnelle est très compliqué, mais je comprends votre inquiétude. Si nous laissons sa mère entre les mains d'un fils comme Jack, elle pourrait ne pas s'en sortir. Très bien, décida-t-il, envoie-moi ces détails et les informations de l'hôpital rural. J'appellerai personnellement le directeur là-bas et demanderai un transfert d'urgence sous prétexte d'une consultation spécialisée. J'enverrai une équipe médicale compétente dans l'ambulance pour la récupérer. Le véhicule partira dans environ 3 heures. Ne vous inquiétez pas. Docteur. Merci beaucoup. Des larmes me montèrent soudain aux yeux. C'était la première fois que je pleurais depuis que j'avais découvert l'infidélité de Jack. Ce n'était pas de douleur, mais de gratitude. Petite sotte. Le docteur Sterling gloussa affectueusement. Ne pleure pas, pense que c'est pour ton père, mon vieil ami. Maintenant, prépare-toi à la recevoir. Je lui assignerai la suite exécutive 705, juste à côté de l'ancienne 703. Je me figeai. 703, docteur, comment savez-vous? Je suis le chef de service ici. Comment pourrais-je ne pas savoir ce qui se passe? Tout l'hôpital murmure sur la façon dont Jack s'est occupé de la mère de l'infirmière Sophia au 703. J'allais le convoquer, mais je vois que tu m'as devancé. Bien joué, Claire. Une femme devrait avoir ce genre de cran. J'ai raccroché, me sentant beaucoup plus légère. Je me suis immédiatement rendu à l'hôpital et j'ai prépayé une somme considérable pour la suite exécutive 705. J'ai exigé le meilleur service, une infirmière dédiée, un nutritionniste, des repas conçus sur mesure et, surtout, la sécurité. J'allais être la belle-fille magnifique que sa mère méritait. Un rôle que l'homme qui avait abandonné sa propre mère pour sa maîtresse ne pourrait jamais remplir. Mon ex-belle-mère, Patricia, était une femme douce. En 10 ans de mariage, elle ne m'avait jamais élevé la voix. Elle méritait bien mieux. Et je ne le faisais pas seulement pour elle. Je le faisais pour moi. C'était la première étape de ma vengeance. Un plan bien plus sophistiqué que de simplement prendre l'argent de Jack. J'allais lui faire payer son indifférence et sa cruauté. J'allais le faire vivre le reste de sa vie tourmenté par le chagrin et le regret.
À 15 heures, mon ex-belle-mère, Patricia, est arrivée à l'hôpital universitaire métropolitain. J'attendais déjà dans le hall. Quand les portes de l'ambulance se sont ouvertes et que j'ai vu la femme pâle et squelettique sur le brancard, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Maman. Je me suis approché et j'ai pris sa main sèche. Patricia ouvrit légèrement les yeux. En me reconnaissant, un léger sourire se forma sur ses lèvres. Claire. Ma chérie. Que fais-tu ici? Je suis si fatigué. Ne dis rien, maman, l'interrompis-je. C'est moi. Je t'ai amené dans le meilleur hôpital. Repose-toi tranquillement. Elle fut emmenée directement à la suite exécutive 705. La chambre, spacieuse, lumineuse et entièrement équipée, était le jour et la nuit par rapport à l'hôpital rural. Le docteur Sterling a immédiatement réuni la meilleure équipe de cardiologie pour commencer une consultation. Après que les médecins l'aient examinée, je suis entré dans la chambre. Patricia était un peu plus consciente. « Claire, comment tout cela est-il arrivé ?» demanda-t-elle faiblement, en me tenant la main. Le médecin là-bas a dit que je devais être transféré, mais Jake a dit que ce n'était pas nécessaire. Comment m'as-tu amené ici? Ça doit coûter une fortune. J'ai souri et j'ai remonté sa couverture autour d'elle. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Jake a été très occupé à l'hôpital dernièrement et ne peut pas tout suivre. En tant que ta belle-fille, c'est mon devoir de prendre le relais quand il ne le peut pas. Mon père est ami avec le directeur ici, alors ils nous ont fait une grosse réduction. Ce n'est pas tant d'argent. Je devais mentir. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Patricia me regarda avec des yeux pleins de gratitude. Tu es une si bonne fille. Jake a eu tellement de chance de t'épouser. Je suis désolé, ma chérie. Il semble être une personne différente ces derniers temps. Ne dis pas un mot de plus, maman. Je mis un doigt sur ses lèvres. Maintenant, tu as juste besoin de te concentrer sur ta guérison. Nous parlerons d'autre chose quand tu iras mieux. J'ai engagé une aide-soignante, Madame Jenkins. Elle s'occupera de toi 24 heures sur 24. Elle cuisine merveilleusement bien et est très attentionnée. Mais le médecin dit que dans la première phase du traitement, tu as besoin d'un repos absolu et que les appels ou les soucis pourraient affecter ton cœur. Si ça te va, je garderai ton téléphone jusqu'à ce que tu sois plus stable. Patricia hocha la tête. Oui, ma chérie. Je n'ai personne à appeler maintenant de toute façon. Seulement Ethan à la maison, et il est occupé aussi. Garde-le. D'accord. J'ai empoché le téléphone. Maintenant, dors un peu. Je resterai à tes côtés. Je voulais qu'elle reçoive le meilleur traitement dans les meilleures conditions, sans que personne ne la dérange. Cette nuit-là, je me suis assise à ses côtés et je lui ai épluché une pomme, le même fruit, mais une atmosphère complètement différente de la suite 703 la veille. Claire, demanda soudain Patricia, y a-t-il quelque chose qui se passe entre toi et Jake? Mon cœur se serra, mais je souris. Maman, pourquoi demandes-tu ça? Je le sens, c'est tout. Vous n'êtes plus les mêmes qu'avant. Jake a tellement changé. Et toi, sa femme, tu es une meilleure enfant pour moi que mon propre fils. Je me sens si mal pour toi. Je posai la tranche de pomme sur l'assiette. Maman, tous les mariages ont leur haut et leur bas. Jake est un brillant médecin. La pression du travail est immense et parfois il néglige un peu la famille. Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi juste sur ta guérison maintenant. Si tu te rétablis, je serai heureuse. Patricia me regarda avec des yeux rougis. Elle ne dit rien de plus, mais je savais qu'au fond d'elle, elle comprenait tout. Je suis resté avec elle tard dans la nuit et ne suis rentré chez moi que lorsqu'elle s'est endormie profondément. Avant de partir, j'ai donné des instructions strictes à Madame Jenkins. Madame Jenkins, à part les médecins et moi, si quelqu'un vient en visite, appelez-moi d'abord. Ne laissez personne entrer, même s'ils prétendent être de la famille. Compris? Parfaitement, Madame Anderson. J'ai quitté l'hôpital et j'ai respiré l'air frais de la nuit. Tout venait de commencer. Jake, je suis sûr que tu passes un bon moment à Miami Beach. Profite en tant que tu le peux, car à ton retour, tu découvriras que tu n'as pas seulement perdu ta femme et tes biens, mais aussi ta mère d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. L'ancienne propriété, remplie de 10 ans de souvenirs avec Jake, me semblait maintenant froide et trop grande. Chaque coin me rappelait lui, ses mensonges, sa trahison.
Je ne pouvais pas continuer à vivre là-bas. Le lendemain, j'ai appelé un agent immobilier. J'ai décidé de louer la propriété. Grâce à son emplacement de choix et à son intérieur luxueux, elle a été rapidement louée à une famille d'expatriés pour un prix très élevé. Le loyer couvrirait les frais médicaux de Patricia et ma nouvelle vie. En même temps, j'ai utilisé mes économies personnelles gagnées à la société pharmaceutique avant de rencontrer Jake. J'ai acheté un appartement de luxe dans le complexe résidentiel Hudson Point Tower. C'était un gratte-ciel nouvellement construit avec une sécurité impeccable, des installations modernes et, surtout, assez loin de ce passé. Je n'ai pas pris grand-chose, quelques vêtements, quelques livres, et la seule photo de mariage que je n'avais pas osé jeter, non pas parce qu'il restait de l'amour, mais pour me rappeler ma bêtise des 10 dernières années. Je l'ai jetée dans le tiroir le plus profond de ma nouvelle armoire. Mon nouvel appartement était au 30e étage et avait un balcon donnant sur la rivière. D'ici, je pouvais voir le paysage nocturne de la ville avec des lumières brillant comme des bijoux. Je me suis versé un verre de vin et je suis resté sur le balcon, respirant l'air frais. C'était la première nuit où je me sentais vraiment libre. Fini les longues nuits à attendre un mari. Fini les dîners froids, les soupçons ou la douleur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Jake et Sophia commençaient aussi leur nouvelle vie. Après être partis les mains vides, sans maison ni voiture, Jake a dû louer un vieil appartement en périphérie avec le peu de salaire qu'il lui restait. Bien sûr, il n'était pas seul. Sophia a emménagé avec lui immédiatement. Elle exultait de sa victoire. L'homme qu'elle admirait, le brillant médecin, était maintenant tout à elle. Sophia se vantait auprès de ses amis que Jake avait choisi l'amour plutôt que les biens matériels. Elle ne savait pas, ou faisait semblant de ne pas savoir, que Jake l'avait choisi parce qu'il n'avait pas d'autre option. Selon les informations que Maître Harrison m'a transmises, qui avait encore quelqu'un pour surveiller Jake, leur vie n'était pas aussi idyllique qu'il l'imaginait. L'appartement loué était petit et chaud. La luxueuse Tesla avait été remplacée par la vieille Honda déglinguée de Sophia. Jake, habitué à ce que je m'occupe de tout, devait maintenant tout faire lui-même. Ils ont commencé à se disputer. Si je les avais dénoncés, il n'aurait même plus son travail en ce moment. Il pensait qu'en signant le divorce, tout était terminé. Il pensait que Jake avait perdu ses biens mais sauvé sa réputation et gagné le véritable amour. Ils avaient tort. Pour moi, récupérer les biens n'était que la première étape. La vraie guerre venait de commencer. J'ai regardé mon téléphone. Près d'un mois s'était écoulé. Le docteur Sterling m'a informé que la santé de Patricia se rétablissait très bien après l'opération. La blessure avait cicatrisé, son cœur était stable, et elle pouvait faire de courtes promenades dans la chambre. J'ai souri. Le moment était venu. Le moment pour Jake de savoir qu'il avait encore une mère. Et le moment pour Sophia de savoir que le prix pour voler le mari d'une autre femme était bien plus que de vivre dans un petit appartement. J'ai appelé Maître Harrison. Maître Harrison, le moment est venu pour le fils prodigue d'apprendre où se trouve sa mère. Après près d'un mois de traitement et de soins spécialisés, Patricia s'était rétablie miraculeusement. D'une femme âgée pâle et squelettique au bord de la mort, elle avait maintenant une couleur saine. Elle pouvait se promener seule dans la chambre et bavarder joyeusement. La chirurgie cardiaque pratiquée par le docteur Sterling lui-même et la meilleure équipe de spécialistes avait été un succès. Sophia voulait une reconnaissance de mariage, mais Jake n'était pas d'humeur à y penser. Il avait tout perdu et était plein de ressentiment et irritable. Il se défoulait sur Sophia. « Tu ne te rends pas compte que j'ai tout perdu à cause de toi ?» a-t-il crié lors d'une de leurs disputes. « C'est à cause de ton ex-femme. Tu es un lâche qui n'a pas osé se battre. Sophia ne se tue pas, qu'est-ce que tu en sais ? » Cette folle avait toutes les preuves. Jake commençait à sentir la pression de devoir tout payer avec son salaire de médecin. Tandis que Sophia, habituée à tout recevoir, en demandait de plus en plus. De retour dans le petit appartement de location encombré, Jake reçut un appel de son frère Ethan, qui était toujours dans le nord de l'État. « Jake, tu es de retour. J'essaie de t'appeler depuis des semaines. » La voix d'Ethan semblait terrifiée. Irrité, Jake aboya. « Quel est tout ce raffut ? Je suis épuisé. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Maman a disparu, frérot. » Jake se figea. « Quoi ? Disparu ? Elle était à l'hôpital général du comté. C'est ça qui est étrange. Quand je suis allé lui rendre visite, une infirmière m'a dit qu'elle avait été transférée dans un plus grand hôpital.
J'ai demandé où et elle a seulement dit qu'une très belle ambulance de l'hôpital universitaire métropolitain était venue pour elle. J'ai pensé que tu avais tout organisé et je me suis détendu. Mais hier, je t'ai appelé et tu as dit que tu ne savais rien. Je suis retourné en urgence à l'hôpital général du comté et j'ai demandé à nouveau. Ils m'ont montré les papiers de transfert signés par le directeur là-bas et le docteur Sterling de Métropolitan, mais ils ont dit que c'était un cas de consultation spéciale et qu'ils n'avaient pas les détails du patient. Maintenant, je suis à Métropolitan à sa recherche, mais personne ne sait rien d'une patiente nommée Patricia Anderson. Frérot, où est maman? Jake commença à vraiment paniquer. Il avait abandonné sa mère, mais c'était toujours sa mère. Si elle avait vraiment disparu, il ne saurait pas quoi dire à ses proches. Calme-toi. Où es-tu maintenant? Cria Jake, mais sa voix tremblait déjà. Je suis à l'entrée de l'hôpital métropolitain. Viens tout de suite, s'il te plaît. Jake ignora Sophia, qui criait des questions sur ce qui se passait, et attrapa les clés de sa Honda. Il sortit en trombe de la maison en direction de l'hôpital. C'était mon plan. J'avais demandé au docteur Sterling de ne pas enregistrer les informations de Patricia dans le système général. Elle avait été admise sous un nom différent dans un dossier médical confidentiel directement supervisé par le chef de service. Seul moi, le docteur Sterling, et l'équipe médicale qui la traitait directement le savaient. C'est pourquoi le frère de Jake, Ethan, ne pouvait pas la trouver, peu importe ses recherches. Et bien sûr, c'est Maître Harrison qui s'est assuré que la nouvelle parvienne à Ethan par hasard. Il avait demandé à une connaissance à l'hôpital général du comté de mentionner nonchalamment à Ethan à quel point son frère était indifférent et que personne ne savait où leur mère avait été transférée. Jake arriva à l'hôpital, le visage pâle. Il rencontra Ethan, qui était assis nerveusement près de l'entrée. « Qu'est-ce qui s'est passé? L'as-tu trouvé? » « Non, j'ai fouillé tout l'hôpital. Il n'y a aucune patiente au nom de notre mère. Tout le monde dit qu'ils n'ont admis personne de ce nom. » Jake commença à se mettre en colère. Il était médecin ici. Il avait des contacts. Il se rendit directement à l'administration et sortit sa carte d'identité médicale. Je suis le docteur Jacob Anderson du service de chirurgie. J'ai besoin de vérifier les informations d'une patiente de 70 ans, Patricia Anderson, transférée d'un hôpital du nord de l'État il y a environ un mois. L'administrateur vérifia l'ordinateur puis secoua la tête. Je suis désolé, docteur Anderson. Il n'y a aucune patiente de ce nom dans le système au cours du dernier mois. Regardez attentivement. Comment peut-elle ne pas être ici? On m'a dit qu'il y avait un document de transfert signé par le docteur Sterling. Jake frappa la table. Docteur, s'il vous plaît, calmez-vous, dit l'administrateur maladroitement. Les documents signés par le chef de service sont confidentiels. Nous n'y avons pas accès. Vous, de cet hôpital, connaissez les procédures mieux que quiconque. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre au bureau du chef de service et demander directement. Jake se figea. Il ne pouvait pas voir le docteur Sterling. Le docteur Sterling était l'ami de mon père. Avec le divorce et les rumeurs récentes, il ne pouvait pas lui faire face. Il sortit en titubant. Il se sentait impuissant. Il réalisa qu'après m'avoir quitté, il avait perdu tous ses contacts dans son réseau de soutien. Maintenant, il n'était qu'un médecin ordinaire. Frérot, et maintenant, sanglota Ethan. Où maman a-t-elle bien pu aller? Et si quelque chose de grave lui était arrivé? Tais-toi, cria Jake. Je vais trouver quelque chose. Mais à quoi pouvait-il penser? Il commença à demander à ses anciens collègues, aux infirmières qu'il connaissait. Mais après que Sophia ait déjà répandu la rumeur que Jake avait été quitté par son ex-femme pour infidélité, tout le monde le regardait maintenant avec pitié ou même mépris. Personne ne voulait aider un homme déchu. Jake s'effondra sur un banc de l'hôpital. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une peur sincère. Sa mère avait disparu. Sa carrière était instable et sa vie amoureuse était pleine de disputes. Il avait tout perdu. Jake et Ethan passèrent 2 jours à chercher en vain. Ils se rendirent même dans le vieux quartier où Jake et moi vivions pour demander si je savais quelque chose, mais la propriété était fermée à double tour. Ils se rendirent au marché du coin tenu par Madame Pérez, une voisine de toujours qui nous avait vus depuis que Jake et moi nous étions mariés. « Vous cherchez Claire ?» demanda Madame Pérez en sirotant son café. Elle a déménagé il y a des lustres. Je crois qu'elle a loué la maison.
Elle vit dans les tours Hudson. Maintenant. Madame Pérez demanda prudemment Ethan. Savez-vous où se trouve notre mère maintenant? Elle est malade et a disparu. Madame Pérez regarda les deux frères à l'intérieur. Disparu? Votre mère vit comme une reine. Je pensais que vous aviez tout arrangé, Jake. Jake était abasourdi. Que voulez-vous dire, Madame Pérez? Savez-vous où est ma mère? La semaine dernière, j'avais mal au dos, raconta Madame Pérez. Claire m'a conduite à l'hôpital universitaire métropolitain. C'est une fille formidable, pas comme le disent les rumeurs. Elle s'est occupée de moi du début à la fin. Quand nous avons eu fini, elle m'a dit d'attendre un moment. Elle allait rendre visite à sa belle-mère. Comme j'étais curieuse, je suis montée voir. Madame Pérez continua, mon Dieu, votre mère, Madame Anderson, était dans l'une des meilleures suites exécutives. La chambre était énorme, propre, et elle avait même une aide-soignante dédiée. Elle a une couleur saine maintenant, et peut marcher. J'ai bavardé avec elle un moment. Elle n'arrêtait pas de louer la bonne belle-fille qu'elle avait. Je pensais que vous aviez tout arrangé. Jake et Ethan se regardèrent, choqués. Quel numéro de suite, Madame Pérez? À Métropolitan, c'est bien ça, demanda précipitamment Jake, les mains tremblantes. Exécutive 705 au 7e étage. Vous la verrez tout de suite. Allez, buvez un peu d'eau et allez la voir. C'est une joie d'avoir une belle-fille qui s'occupe d'elle comme ça. Madame Pérez ne remarqua pas l'expression de Jake. Jake, sans prendre l'eau, entraîna Ethan vers la voiture et conduisit comme un fou. Il n'arrivait pas à y croire. Claire. Claire avait fait tout ça. Pourquoi? Après lui avoir tout pris, pourquoi faisait-elle ça pour l'humilier? Jake se précipita au 7e étage. Il n'eut pas besoin de demander son chemin. Il avait travaillé ici. Il connaissait bien. 705, la porte en bois était légèrement entr'ouverte. Jake poussa la porte et se figea devant la scène qui s'offrait à lui. Sa mère, Patricia, était assise dans un fauteuil en velours avec une fine couverture en laine sur les genoux. Elle regardait la télévision, et à côté d'elle, l'aide-soignante, Madame Jenkins, disposait soigneusement une assiette de fruits multicolores. Patricia était une autre personne. Elle avait une couleur saine et des cheveux soigneusement coiffés. Elle avait pris au moins 5 kilos depuis qu'elle était à l'hôpital du comté. Maman appela doucement Ethan, puis il éclata en sanglots, courant pour l'embrasser. Patricia fut surprise, mais devint ensuite émue. Ethan, mon fils, comment savais-tu que j'étais ici? Jake était cloué sur le seuil. Il regarda sa mère, la chambre. C'était la suite exécutive la plus chère. Une seule journée ici coûtait plus que son salaire mensuel. Tout était de première qualité. Jake, tu es venu aussi. Patricia l'appela, heureuse de le voir. Approche-toi. Oh, tu as l'air si mince. Jake entra dans la pièce comme dans un rêve. Il regarda sa mère et ne put rien dire. Il avait une boule dans la gorge. Il était médecin et savait à quel point elle était bien soignée. La cicatrice de l'opération sur sa poitrine, qu'il supposait être pour son cœur, était guérie. Cette couleur saine était le teint d'une personne complètement rétablie. Madame, qui sont ces deux messieurs? Madame Jenkins se leva, s'interposant entre les étrangers et Patricia. Ce sont mes fils, les présenta joyeusement Patricia. Voici mon aîné, Jake. Il travaille comme médecin dans cet hôpital. Et voici mon fils cadet, Ethan. Madame Jenkins dit et regarda Jake avec une expression étrange. Ce n'était pas le regard de respect pour un médecin, mais un regard de mépris. Bonjour, dit Madame Jenkins d'une voix froide. Merci d'être venu voir votre mère. Maman réussit enfin à dire Jake. Que fais-tu ici? Qui t'a amené? Claire, qui d'autre, dit fièrement Patricia. Cette fille est un ange. Elle s'est occupée de moi depuis que j'étais dans cet hôpital du nord de l'État. Elle a engagé le meilleur médecin. Elle m'a trouvé la meilleure chambre. Elle vient me voir tous les jours. Elle m'épluche des pommes. Elle bavarde avec moi. Regarde, je suis complètement rétabli maintenant. Jake se sentit comme s'il avait été giflé. Claire. Toujours. Claire. Juste à ce moment, Madame Jenkins parla fort, comme pour s'assurer que Jake l'entende. Votre mère a raison.
Je travaille comme aide-soignante depuis de nombreuses années, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon que Madame Anderson. Elle s'occupe d'elle avec une diligence incroyable. Elle a payé des centaines de milliers de dollars de la facture de l'hôpital de sa propre poche. Chaque jour, elle me dit de préparer ceci et cela, que des aliments nutritifs. Pourtant, je n'ai pas vu l'ombre de votre tête une seule fois. Madame Jenkins ne mâchait pas ses mots. Madame Anderson m'a aussi prévenu, continua-t-elle. Elle a dit qu'après l'opération du cœur, votre mère avait besoin d'une paix absolue, de ne pas être dérangée par qui que ce soit. Je suppose que maintenant qu'elle va mieux, elle vous a permis d'être prévenue. Jake se tenait là, consumé par une honte et une culpabilité extrême. Il se souvint des mots qu'il avait prononcés au palais de justice. L'amener ici est cher et compliqué. Je suis occupé. Il avait abandonné sa mère. Son ex-femme, qui l'avait trahi, l'avait sauvé et lui avait donné une nouvelle vie. Cette comparaison anéantit Jake. Il était un fils terrible, une personne horrible. Comparé à Claire, il n'était rien. Jake, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es si pâle, s'inquiéta Patricia. L'image de sa mère, saine et dynamique dans la luxueuse suite exécutive, et le regard méprisant de l'aide-soignante, se répétaient dans sa tête encore et encore. Honte, culpabilité, et une légère pointe de rage. Pourquoi Claire avait-elle fait ça? Que voulait-elle prouver? Qu'elle était une sainte et lui un déchet. Il ouvrit la porte d'un coup de pied. L'appartement était en désordre et sentait les plats à emporter de la veille. Sophia était assise sur le canapé, les jambes croisées, un masque au concombre sur le visage, se déhanchant au son de la musique de ses écouteurs. Tu es de retour. Elle retira ses écouteurs et, voyant l'expression foudroyante de Jake, elle s'agaça. Pourquoi cette mine renfrognée? As-tu trouvé ta mère? Oui, répondit sèchement Jake en jetant les clés sur la table. Eh bien, voilà. Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Demanda Sophia, sa voix manquant de tout intérêt réel alors qu'elle se concentrait sur le limage de ses ongles. Jake s'affaissa dans un fauteuil, se tenant la tête. Par où commencer? Maman est à Métropolitan, dans la suite exécutive 705. Sophia releva brusquement la tête. Quoi? Une suite VIP? Es-tu fou? Où allons-nous trouver l'argent pour payer ça? Vas-tu vendre ma Honda? Non, dit Jake, las. Claire a tout fait. Sophia sursauta, manquant de renverser le flacon de vernis à ongles. Quoi? Cette femme? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Elle a payé la facture de l'hôpital, dit Jake, sa voix plate. Maman dit qu'elle s'est occupée de tout. L'opération du cœur, l'aide-soignante dédiée, les centaines de milliers de dollars pour la facture. Elle a tout fait. L'air dans la pièce se figea. Sophia regarda Jake avec un mélange de suspicion et de rage. La jalousie qu'elle avait réprimée si longtemps éclata. Je le savais, cria-t-elle. Je savais que cette femme ne ferait pas une bonne action gratuitement. Elle a un mobile. Elle veut utiliser ta mère pour te garder attaché. Elle veut me montrer qu'elle est riche et noble et que je ne suis rien. Quelle bêtise racontes-tu? Cria Jake. Tu la défends? Sophia le foudroya du regard. Tu défends encore l'ex-femme qui t'a mis à la rue. Jake, es-tu stupide? Ne vois-tu pas? Elle t'humilie. Elle m'humilie. Elle veut que tout le monde sache que tu es un fils terrible qui a abandonné sa mère âgée, que ton ex-femme l'a sauvée, et que je suis une briseuse de ménage qui se fiche que sa belle-mère soit malade. Les mots de Sophia frappèrent Jake au cœur. C'était exactement ce qu'il avait ressenti quelques instants auparavant. Mais quand Sophia le verbalisa, cela prit une autre signification. Il ne voulait pas admettre qu'il se sentait humilié. Elle a sauvé ma mère. Tu devrais être reconnaissante, tenta-t-il de raisonner. Reconnaissante? Sophia ricana d'une moquerie venimeuse. Reconnaissante qu'elle t'ait volé ton droit de fils? Reconnaissante qu'elle t'ait fait passer pour un lâche devant ta propre mère? Comment penses-tu que ta mère te verra quand elle se rétablira? Elle sera éternellement reconnaissante à son ex-belle-fille et elle me verra comme l'ennemi. Jake se figea. Il n'y avait pas pensé. Il était seulement submergé par sa culpabilité. Non. Sophia arpenta la pièce. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Tu es le fils de ta mère. Tu dois récupérer ton droit de t'occuper d'elle. Tu ne peux pas la laisser faire ce qu'elle veut.
La récupérer. Comment? Jake était épuisé. Qui paie la facture de l'hôpital? Qui paie l'aide-soignante? Nous n'avons même pas l'argent pour le loyer de ce mois-ci. Je m'en fiche. Sophia jeta le flacon de vernis à ongles sur la table. C'est ton problème. Tu es médecin. Tu as des contacts. Tu ne peux pas laisser ta mère rester là-bas. Tu ne peux pas laisser cette femme y aller tous les jours et se vanter de sa générosité. Tu dois y aller et dire la vérité à ta mère, que tu t'occupes d'elle, que cette femme ne fait que payer en ton nom. Es-tu folle? Qui croirait ça? Alors ramène-la à la maison, ordonna Sophia. Ramène-la ici. Je m'occuperai d'elle. Je lui montrerai quel genre de belle-fille je suis. Je lui montrerai que je ne suis pas comme cette femme qui essaie d'acheter de l'affection avec de l'argent. Jake regarda Sophia, puis le petit appartement encombré. Amenez Patricia, qui venait d'avoir une opération du cœur, dans cet endroit, pour que Sophia, qui ne pouvait même pas prendre soin d'elle-même, s'en occupe. Il ne pouvait pas l'imaginer. Non. Jake secoua la tête. Maman vient d'être opérée. Elle a besoin des meilleures conditions. Pas ici. Alors tu ne me fais pas confiance, cria Sophia, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Tu me méprises? Penses-tu que je ne sais pas m'occuper de quelqu'un? Ou as-tu peur que si elle est ici, tu n'auras plus d'excuses pour revoir ton ex-femme? Que tu as encore des sentiments pour elle? Pour l'amour de Dieu, de quoi parles-tu? Jake frappa la table. Peux-tu juste me laisser tranquille? Non, pas tant que tu n'auras pas réglé ça une bonne fois pour toutes. Tu dois choisir, elle ou moi. Si tu m'as choisi, tu dois être cohérent avec ton choix. Tu dois aller à l'hôpital et reprendre ta mère. Si tu ne le fais pas, c'est fini entre nous. Sophia lança son ultimatum, courut dans sa chambre et claqua la porte, laissant Jake seul dans le chaos. Amour, carrière, famille. Il avait cru tout avoir. Maintenant, il ne lui restait plus rien. Il était piégé, ne sachant où se tourner. La guerre froide entre Jake et Sophia continua. Jake devait toujours aller travailler à l'hôpital, mais son esprit ne pouvait pas se concentrer. Il passa devant le couloir du 7e étage et jeta un coup d'œil vers le 705, mais il n'osa pas entrer. Il avait peur d'affronter sa mère, peur du regard de Madame Jenkins. Il avait aussi peur de m'affronter. Il avait peur que je le regarde avec le sourire d'une vainqueur, le voyant comme un perdant. Il ne savait pas que j'évitais délibérément ce moment. Je savais qu'il était venu. Madame Jenkins m'avait informé de tout, du visage choqué de Jake à l'attitude d'Ethan, et de la désapprobation de Madame Jenkins. Mon plan se déroulait sans accroc. Quand Jake rentra chez lui, l'atmosphère était toujours tendue. Sophia n'avait pas préparé le dîner, et la maison était encore plus en désordre. Jake était irritable, mais ne savait pas quoi faire. Il était piégé. Il ne pouvait pas répondre à la demande de Sophia de reprendre sa mère car il n'avait pas d'argent. Sophia, après toute une journée à ruminer, sentit qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle était infirmière et comprenait le pouvoir de l'opinion publique à l'hôpital. Elle savait que si elle me laissait continuer à gagner les faveurs de Patricia, une fois que Patricia serait rétablie, elle me louerait sûrement et dirait du mal de Jake. Cela affecterait directement la réputation de Jake et, par conséquent, la sienne. Sophia était anxieuse. Elle avait tout misé pour obtenir Jake. Elle ne me laisserait pas le reprendre avec juste un peu d'argent. Elle devait agir. Elle devait réaffirmer sa place. Elle décida que si Jake ne le faisait pas, elle le ferait elle-même. Elle irait à l'hôpital, non pas en tant qu'infirmière, mais en tant que future belle-fille rendant visite à sa belle-mère. Elle montrerait à Patricia qu'elle était maintenant la femme de Jake. Elle me montrerait qu'elle ne se laisserait pas faire. Le lendemain matin, Sophia prit sa journée. Elle passa toute la matinée à se préparer. Elle choisit la robe la plus chère que Jake lui avait achetée à Miami Beach, une robe d'un blanc pur qui mettait en valeur sa silhouette. Elle se maquilla de façon spectaculaire et boucla ses cheveux. Elle se précipita au marché et acheta un grand panier de fruits coûteux, le genre que l'on voit dans les suites exécutives. Elle pensait qu'elle devait faire une entrée parfaite et glamour pour que ni Patricia ni moi ne puissions la mépriser. Elle ne savait pas que cette préparation méticuleuse n'était qu'un signe de sa propre bêtise et de son insécurité. Vers 10 heures, Sophia, titubant sur ses talons et portant le panier de fruits, se dirigea vers la suite exécutive 705.
Elle marcha délibérément lentement dans la zone de l'aile de chirurgie pour que ses collègues infirmières la voient. Elle voulait que tout le monde sache qu'elle était dans une position différente maintenant. En arrivant à la porte du 705, au lieu de frapper, elle poussa la porte pour entrer. Elle s'imaginait entrer avec un sourire radieux, disant « Bonjour, Madame Anderson. Je suis Sophia, la future femme de Jake », mais elle fut immédiatement arrêtée. L'aide-soignante, Madame Jenkins, se tenait sur le seuil. « Qui êtes-vous? Qui cherchez-vous » La voix de Madame Jenkins était ferme et suspicieuse. Elle avait été très clairement avertie par moi. Sophia s'arrêta. Son faux sourire se figea. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une aide-soignante lui barre le chemin. « Je suis Sophia. Je suis ici pour rendre visite à la mère du docteur Jacob Anderson. » Sophia essaya de retrouver sa confiance, levant le menton. « Écartez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes ici pour rendre visite à Madame Anderson, dit Madame Jenkins en croisant les bras. Je suis désolée, mademoiselle. Ma patronne, Madame Anderson, a donné des instructions selon lesquelles toute personne souhaitant rendre visite doit avoir sa permission. L'avez-vous appelée? Claire. Sophia serra les dents. Encore Claire? De quel droit? Elle n'était que l'ex-femme. Je suis Sophia. Elle bomba le torse. La fiancée de Jake. Je suis ici pour rendre visite à ma future belle-mère. Qu'est-ce que cette femme a à voir avec ça? Madame, êtes-vous une aide-soignante ou un chien de garde? Surveillez votre langage, mademoiselle. Madame Jenkins aboya. Je travaille ici. Je suis les règles de la personne qui m'a engagé. Madame Anderson paie, donc elle fait les règles. Fiancé, dites-vous? Monsieur Anderson ne vous a pas présenté hier quand lui et son frère sont venus. De l'intérieur, Patricia entendit l'agitation et demanda avec inquiétude, Madame Jenkins, que se passe-t-il? Rien, madame. Quelqu'un s'est juste trompé de chambre, répondit Madame Jenkins. Sophia devint encore plus en colère. Être humiliée par une aide-soignante dans le couloir de l'hôpital à la vue de ses collègues. C'était un affront. Je m'en fiche. Sophia poussa de force Madame Jenkins. J'entre. Je suis Sophia, la future femme de Jake, cria-t-elle en essayant de forcer le passage. Madame Jenkins la bloqua à nouveau, et le coûteux panier de fruits tomba au sol, éparpillant pommes et raisins partout. Qu'est-ce que cette agitation? Qu'est-ce que tout ce bruit? Une voix autoritaire résonna. Le docteur Sterling apparut au bout du couloir dans sa blouse blanche. Il était accompagné d'autres médecins lors de sa tournée. Bien sûr, cette apparition n'était pas une coïncidence. Je savais que Sophia agirait. J'avais demandé au docteur Sterling de passer nonchalamment dans cette zone à 10 heures. Chef de service. Sophia reconnut immédiatement le docteur Sterling et fut surprise, mais éleva tout de même la voix. Chef de service, regardez cette femme. Je voulais juste rendre visite à la mère du docteur Jacob Anderson, et elle ne me laisse pas entrer. Elle m'a poussé. Le docteur Sterling regarda Sophia de haut en bas. Son regard était froid. Il avait vu toutes sortes de gens et savait parfaitement ce que cette scène signifiait. Infirmière Sophia de la médecine interne. Correct, dit-il calmement. C'est l'aile exécutive. Le silence absolu est requis. La patiente de la suite 705 vient d'avoir une chirurgie cardiaque. Elle ne doit pas être agitée. Vous êtes infirmière. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Je sais, mais je suis de la famille, argumenta Sophia. Famille? Le docteur Sterling fronça les sourcils. Selon le dossier médical de la patiente Patricia Anderson, la seule tutrice et responsable est Madame Claire Anderson. Elle a demandé à l'hôpital de garantir le repos absolu de la patiente. Qui êtes-vous pour la patiente? Je suis la fiancée du docteur Jacob Anderson, la fiancée de son fils, cria Sophia comme si c'était un mot magique. Le docteur Sterling ricana, un ricanement que Sophia n'oublierait jamais. Fiancée. Nous ne travaillons pas avec ces titres dans cet hôpital. Nous travaillons avec la loi. Madame Anderson a l'autorité. De plus, le docteur Sterling baissa la voix, êtes-vous au courant que le docteur Jacob Anderson a été mis en congé administratif? Cette phrase fut comme un coup de foudre pour Sophia. Elle était sous le choc. Quel congé administratif? Pourquoi? C'est une affaire interne à l'hôpital. Mais je vous conseille,
Dr Sterling désigna Sophia, de ne pas traîner là où vous n'avez rien à faire et de retourner dans votre service. Perturber l'ordre de l'hôpital est une infraction grave. Le docteur Sterling se tourna vers Madame Jenkins. Madame Jenkins, continuez votre travail. J'ai déjà alerté la sécurité. Personne qui n'est pas sur la liste de Madame Anderson ne doit entrer, en aucune circonstance. Oui, chef de service. Madame Jenkins inclina la tête. Le docteur Sterling et les médecins partirent, laissant Sophia seule dans le couloir. Les regards de ses collègues qui passaient étaient pleins de chuchotements et de doigts pointés, certains compatissants, d'autres ravis. Elle, si élégamment vêtue et maquillée, se tenait maintenant au milieu d'un tas de fruits éparpillés, une figure pathétique et humiliée. Sophia ne put le supporter. Elle cria, se retourna et sortit en courant du couloir, piétinant les fruits. J'étais dans un escalier voisin, assistant à toute la performance. Je souris. Ce drame était parfaitement exécuté. Et surtout, la caméra de sécurité haute définition et claire du couloir de l'aile exécutive a tout enregistré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maître Harrison. Maître Harrison, il est temps de sécuriser cette vidéo et de rédiger une lettre. L'après-midi même, j'ai obtenu la vidéo de la caméra de sécurité de l'hôpital. J'ai placé cette vidéo à côté des preuves précédentes, les photos de Jake s'occupant tendrement de la mère de Sophia au 703, l'enregistrement de lui me mentant, et les messages d'Ethan démontrant que Jake avait abandonné sa propre mère. J'avais une collection parfaite, mais je n'étais pas pressé. Une attaque efficace doit être surprenante et mortelle. Je ne voulais pas agir moi-même. Je voulais qu'ils s'effondrent sous leurs propres actions. J'ai commencé à rédiger une lettre aux estimés membres du comité d'éthique médicale et du conseil d'administration. J'ai écrit « Je suis un employé de l'hôpital concerné qui souhaite rester anonyme. Récemment, une série d'événements profondément regrettables se sont produits qui affectent sérieusement la réputation et l'éthique médicale de notre hôpital. Et j'ai commencé à raconter l'histoire. C'était une plainte anonyme d'une précision glaçante. Je ne l'ai pas écrite sur le ton émotif d'une femme trahie. Je l'ai écrite sur le ton d'un professionnel de la santé outré. J'ai commencé par louer la longue tradition d'éthique médicale de l'hôpital universitaire métropolitain. Puis j'ai exposé mon cas. J'ai déclaré que pendant que le docteur Jacob Anderson négligeait ses devoirs pour s'occuper de la mère de sa maîtresse, sa propre mère était gravement malade dans un hôpital rural, abandonné par lui. J'ai présenté les messages et le dossier médical de l'hôpital général du comté comme preuve. J'ai posé la question, un médecin qui abandonne sans cœur sa propre mère peut-il posséder l'éthique nécessaire pour traiter les patients? Et le coup de grâce. J'ai présenté la vidéo de ce même matin. J'ai écrit qu'après que le docteur Anderson et l'infirmière Sophia aient été découverts par son ex-femme, l'infirmière Sophia, loin d'avoir honte, était devenue encore plus effrontée. Ce même matin, dans le couloir de l'aile exécutive, elle avait fait irruption dans la suite 705 où l'ex-femme s'occupait de son ancienne belle-mère, provoquant une scène et agitant une patiente cardiaque en post-opératoire. La vidéo complète de la caméra de sécurité a tout enregistré. J'ai conclu, les actions contraires à l'éthique du docteur Jacob Anderson et le comportement perturbateur de l'infirmière Sophia provoquent une énorme indignation parmi le personnel médical. Nous exhortons le conseil d'administration et le comité d'éthique à enquêter et à les traiter sévèrement pour restaurer le professionnalisme et l'intégrité de notre hôpital et défendre l'honneur de la blouse blanche. J'ai relu la lettre. Elle était parfaite. Chaque phrase visait directement la faiblesse de Jake, sa réputation et sa carrière. Je n'ai pas envoyé de mail. J'ai imprimé la lettre. J'ai placé toutes les preuves, la vidéo, les photos, l'enregistrement sur une clé USB. Le lendemain matin, j'ai engagé un service de messagerie anonyme pour envoyer un colis directement au président du comité d'éthique de l'hôpital et un colis identique au bureau du docteur Sterling. Le docteur Sterling saurait quoi faire. La tempête arrivait. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. 2 jours après l'envoi de la lettre anonyme, un tremblement de terre silencieux secoua l'hôpital universitaire métropolitain. La lettre et les preuves irréfutables sur la clé USB furent présentées lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration et du comité d'éthique. Le docteur Sterling, en tant que chef de service, exprima sa colère et sa déception extrême. Il ordonna que l'affaire soit traitée sévèrement, sans exception. Immédiatement, Jake fut convoqué à une audience disciplinaire. Il entra dans la pièce sans se douter de rien, mais lorsque le président du comité d'éthique plaça devant lui les photos de lui avec la mère de Sophia, diffusa l'enregistrement audio,
et projeta enfin la vidéo de Sofia provoquant une scène dans le couloir sur le grand écran. Le visage de Jake perdit toute couleur. « Comment expliquez-vous cela, docteur Anderson ?» La voix du président était glaciale. Jake pouvait à peine se tenir debout. Il ne pouvait pas l'expliquer. Les preuves étaient indéniables. Il balbutia, « C'est un piège. C'est la vengeance de mon ex-femme. » « Nous ne nous intéressons pas aux mobiles, » l'interrompit le président. « Nous nous intéressons aux faits. Avez-vous eu une liaison avec l'infirmière Sofia? » « Oui. » « Avez-vous abandonné votre mère âgée? » « Oui. » « Votre maîtresse a-t-elle provoqué une scène à l'hôpital? » « Oui. » Le conseil a décidé que le docteur Jacob Anderson est suspendu sans solde pendant 3 mois. L'infirmière Sofia est également suspendue pendant 1 mois et sera transférée au service de nutrition à son retour. Jake tituba, sur le point de s'effondrer. Suspension sans solde. Son rêve d'être chef de service adjoint était brisé. La réputation qu'il avait bâtie toute sa vie s'était effondrée en une seule matinée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Tout l'hôpital chuchotait sur Jake et Sofia. Le brillant médecin, Jacob Anderson, portait maintenant l'étiquette d'adultère et de fils terrible, et la sexy infirmière de la médecine interne, Sofia, était devenue une briseuse de ménage. Jake sortit de l'audience comme un fantôme. Il traversa les couloirs, et les regards de ses collègues n'étaient plus respectueux, mais méprisants et compatissants. Il n'eut pas le courage de retourner dans son service. Il monta dans la Honda de Sofia et se précipita chez lui. Il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Il ouvrit d'un coup de pied la porte de l'appartement de location. Sofia écoutait de la musique avec son masque au concombre. « Tu es de retour. Quelle tête tu fais? Tais-toi. » Jake rugit comme un animal blessé. Il se précipita et gifla Sofia de toutes ses forces. Le coup la fit rouler du canapé. « Tu m'as frappé. Te frapper. Je veux te tuer. » Jake désigna Sofia, les yeux injectés de sang. « Tout est de ta faute. Sais-tu ce que tu viens de ruiner? Qu'est-ce que j'ai fait? » Sofia se mit à pleurer. « Ce que tu as fait? Regarde ça. » Jake jeta l'avis de suspension sur la table. « À cause de ton stupide jeu de fiancé, j'ai été suspendu sans solde. Es-tu heureuse maintenant? Tu as ruiné toute ma carrière. » Sofia prit le papier, le lut et trembla. « Suspendu? Comment est-ce possible? Je suis juste allé rendre visite. » « Rendre visite? Tu appelles ce scandale une visite? Pour qui te prends-tu? Penses-tu pouvoir gagner contre Claire? Tu n'es même pas digne de lui lasser ses chaussures. Tu es juste stupide. Tu m'as entraîné là-dedans, ricana Sofia. Maintenant, tu la loues. Tu as été suspendu parce que tu es inutile. Cette femme t'a fait du mal et maintenant tu me blâmes. Es-tu seulement un homme? Non, je ne suis pas un homme. Jake fracassa un verre contre le mur. Je suis un idiot. Un idiot d'avoir quitté une femme comme Claire pour quelqu'un comme toi. Un idiot d'avoir cru en ton véritable amour. M'as-tu aimé, moi, ou mon titre de médecin et mon argent? Maintenant, je n'ai plus rien. Pourquoi es-tu encore là, Jake? Sofia était sans voix. Va-t'en. Sors. Jake s'assit et se prit la tête entre les mains. Sors de ma maison tout de suite. Je ne veux plus voir ton visage. L'amour qu'ils avaient autrefois idolâtré, pour lequel ils avaient tout risqué, était maintenant brisé. Il s'était effondré à la première tempête parce qu'il était construit sur des mensonges et de l'égoïsme. Jake avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, et maintenant son amour. Il ne lui restait littéralement plus rien. J'ai appris la nouvelle par Maître Harrison. Je n'ai fait que sourire. Ce n'était pas encore fini. Ce n'était que l'apéritif. Jake et Sofia eurent une dispute monumentale. Sofia pleura et fit ses valises, mais à la fin, elle ne partit pas. Où pouvait-elle aller? Suspendue, transférée à la nutrition, et entourée de rumeurs. Si elle quittait Jake maintenant, elle serait complètement seule. Elle serra les dents et resta, vivant au milieu des récriminations et de la froideur de Jake. Jake tomba dans le désespoir. Sans salaire, il s'enferma chez lui toute la journée à boire. Il n'avait pas le courage d'aller à l'hôpital pour voir qui que ce soit, et encore moins sa mère. Maintenant qu'il n'avait ni argent ni honneur,
Comment pouvait-il lui faire face? Je savais qu'ils étaient brisés. Carrière, amour, honneur, tout ce dont il s'enorgueillissait autrefois avait disparu. Il était temps pour moi de porter le coup final, le plus cruel. Je suis allé à l'hôpital rendre visite à Patricia. Sa santé s'était complètement rétablie. Le docteur Sterling m'a dit qu'elle pourrait sortir la semaine suivante. Je suis entré dans le bureau du docteur Sterling. Il m'attendait. Docteur, bonjour. Le docteur Sterling sourit. Votre belle-mère s'est rétablie. Elle peut sortir la semaine prochaine. Que comptez-vous faire? J'ai regardé le docteur Sterling, mon regard ferme. Je ne peux pas la ramener à la maison tout de suite, docteur. Je dois vous demander une dernière faveur. Je le savais. Il soupira. Qu'est-ce que tu prépares d'autre? Jake a été suspendu. Ne penses-tu pas que c'est suffisant, Claire? Je veux qu'il paie pour avoir été un fils terrible. Ma voix devint froide. Il a perdu sa carrière, son amour, mais il a toujours sa mère. Je veux qu'il expérimente ce que c'est que de tout perdre, même la dernière chance d'être un bon fils. Le docteur Sterling fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma société pharmaceutique vient de développer une nouvelle génération de sédatifs chirurgicaux, dis-je. Une dose contrôlée peut induire un état qui imite la mort clinique. La température corporelle baisse. Le pouls est presque indétectable et la respiration est imperceptible. Il y a un antidote spécifique. Le docteur Sterling était choqué. Claire, es-tu folle? C'est trop dangereux. Je ne peux pas faire ça. Je vous fais confiance. Je le regardai droit dans les yeux. Vous êtes le meilleur cardiologue. Vous savez à quel point Patricia est en bonne santé. Si vous supervisez personnellement, il n'y aura aucun risque. J'ai juste besoin que vous la mettiez dans un sommeil profond pendant environ 30 minutes. Pourquoi faire? Pour que Jake puisse venir voir sa mère une dernière fois, dis-je, ma voix comme de la glace. Claire. Le docteur Sterling était horrifié. Réalises-tu à quel point c'est cruel? Cruel? Je ricana. Quand il l'a laissé dans cet hôpital du nord de l'État pour mourir, n'était-il pas cruel? Je veux juste lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Je veux qu'il vive le reste de sa vie avec la culpabilité d'avoir causé la mort de sa mère. Le docteur Sterling me regarda avec une expression complexe. Il vit une détermination inébranlable dans mes yeux. Il soupira et se pencha en arrière dans son fauteuil. Tu es exactement comme ton père. Une fois que tu prends une décision, personne ne peut t'arrêter. Très bien, je vais t'aider, mais seulement cette fois-ci, et tu assumes tous les risques. Merci, docteur. Je baissai la tête. Quand? Demain, dis-je, quand il sera au plus désespéré. J'ai quitté le bureau du docteur Sterling. Le plan était prêt. J'ai appelé Maître Harrison. Maître Harrison, le moment est venu. Faites fuiter la nouvelle que la santé de Madame Anderson s'est soudainement aggravée, qu'elle est dans un état critique et pourrait ne pas passer la nuit. Assurez-vous que cette nouvelle parvienne à Jake de la manière la plus naturelle possible. Compris, Madame Anderson. La performance finale était sur le point de commencer. La nouvelle que Patricia avait fait une rechute et était dans un état critique fut délibérément répandue. Maître Harrison demanda à quelques infirmières qui n'aimaient pas Sophia de laisser tomber nonchalamment la rumeur à la cafétéria de l'hôpital. La nouvelle finit par atteindre le frère de Jake, Ethan, qui était resté en ville pour aider Jake. Ethan, terrifié, se précipita à l'appartement de location de Jake, où Jake était ivre. Jake, réveille-toi. Maman est en train de mourir, pleura Ethan, secouant fort Jake. Jake, engourdi par l'alcool, leva sa tête lourde. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Je viens de l'apprendre par des infirmières. Elles disent que maman s'est soudainement aggravée. Qu'elle est dans un état critique. Elle pourrait ne pas passer la nuit. Tu dois aller la voir. Jake se figea. Son ivresse disparut en un éclair. Il sursauta en titubant. Impossible. Maman allait bien. Elle allait mieux. Je ne sais pas. C'est ce qu'elles ont dit. Juste à ce moment, Sophia sortit de la chambre. Ses yeux étaient cernés. En entendant la nouvelle, elle fut également effrayée. Mais au milieu de la terreur, une pensée lui traversa l'esprit.
C'était sa dernière chance. Si Patricia était vraiment en train de mourir, s'ils arrivaient à temps et faisaient semblant de pleurer, ils pourraient au moins sauver un peu de leur dignité. Jake, calme-toi, dit Sophia précipitamment. Nous devons aller à l'hôpital tout de suite. Nous devons la voir une dernière fois. Nous devons montrer que nous nous soucions. Compris? L'esprit de Jake était vide. Il avait perdu sa carrière et maintenant il allait perdre sa mère. Il se sentait comme un échec complet, un pécheur. La culpabilité et le chagrin qu'il avait réprimés éclatèrent. Oui, nous devons y aller, répéta-t-il comme un robot. Je dois voir maman. Sophia entraîna rapidement Jake. Ils n'eurent pas le temps de se changer. Elle était en pyjama froissé. Jake enfila un manteau qui puait l'alcool. Ils appelèrent un taxi et se précipitèrent vers l'hôpital au milieu de la nuit. Ils ne savaient pas qu'ils se précipitaient directement dans le dernier piège, le plus cruel, que j'avais tendu. Le docteur Sterling et moi étions dans la suite 705 depuis 1 heure avant leur arrivée. Le docteur Sterling avait administré le sédatif à Patricia. « Es-tu sûr de vouloir faire ça, Claire ?» me demanda-t-il une dernière fois. « Complètement sûr, docteur, répondis-je sans hésitation. Ils doivent payer. » Patricia s'endormit très rapidement. Le docteur Sterling vérifia ses signes vitaux. Son pouls était lent et faible. Sa peau était fraîche. Son visage était serein mais pâle. « Très bien, dit le docteur Sterling. L'effet durera environ 1 heure. Je serai dans la salle de garde à accent grave côté. Tous les moniteurs sont connectés à ma chambre. 30 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin, dis-je. Le docteur Sterling hocha la tête et partit. Je me tenais dans un coin de la pièce. J'éteignis la plupart des lumières, ne laissant qu'une faible lueur venant du couloir. L'air dans la pièce était froid. Il sentait la mort. Juste à ce moment, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte du 705 s'ouvrit brusquement. Jake, Sophia et Ethan se précipitèrent à l'intérieur. Ils se figèrent sur le seuil. Leur mère, Patricia, gisait immobile dans son lit. Son visage était pâle, sa poitrine immobile. Le moniteur de fréquence cardiaque à côté d'elle était silencieux. Jake, avec son instinct médical, fut le premier à réagir. Il courut vers le lit. « Maman, maman, ouvre les yeux. » C'est Jake. Il posa son oreille sur sa poitrine, essayant d'entendre son rythme cardiaque. Silence. La froideur de sa peau le fit frissonner. Il chercha rapidement un pouls à son poignet. Il était si faible, presque imperceptible. Non, non, pas de pouls, pas de respiration, marmonna-t-il comme un fou. Il plaça ses doigts sous le nez de sa mère. Il n'y avait pas de souffle chaud. Jake, qu'est-ce qui ne va pas avec maman, demanda Ethan en tremblant. Jake releva la tête. Son regard était complètement vide. Il secoua juste la tête, sans âme, et s'effondra sur le sol froid à côté du lit de sa mère. Son corps fut secoué de convulsions, et un grognement primal de désespoir s'échappa de sa gorge. Il était complètement brisé. Sophia, voyant la scène, poussa un cri aigu. « Ce n'était pas moi. Ce n'est pas ma faute, cria-t-elle, puis elle s'évanouit sur le seuil. La performance avait atteint son apogée. Au moment où Sophia s'évanouit et Jake s'effondra, je sortis de l'ombre. Je n'étais pas seul. Derrière moi venaient 2 infirmières et le docteur Sterling, qui était arrivé par coïncidence après avoir entendu le cri de Sophia. Oh mon Dieu, maman, ai-je pleuré, mes joues déjà inondées de larmes. J'ai couru vers le lit, mais j'ai regardé Jake. Jake. Sophia. Que faites-vous ici, ai-je crié en le montrant du doigt. Maman dormait. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'un repos absolu. Pourquoi êtes-vous entré ici en criant? Pourquoi? Jake était toujours sous le choc. Je me tournai vers le docteur Sterling, qui examinait Patricia. Le docteur Sterling posa un stéthoscope sur sa poitrine, fronça les sourcils et secoua la tête. Docteur, comment va ma mère, demandai-je, la voix tremblante. Le docteur Sterling me regarda, puis regarda Jake, son regard plein de déception et de colère. Docteur Anderson, c'est vous, dit-il. La patiente venait de se stabiliser. J'ai prévenu le personnel que personne ne devait la déranger. Pourquoi vous et cette femme êtes-vous entrés ici en criant? Savez-vous à quel point un stimulus fort est dangereux pour une patiente cardiaque?
Je balbutia Jake. C'est toi. C'est toi, ai-je crié en me précipitant vers Jake. Tu l'as tué. Maman allait bien tout le temps. Je me suis occupé d'elle. Dès que vous êtes apparus tous les deux, c'est arrivé. Votre malchance. Vous l'avez tué. Mon jeu d'acteur était parfait. Le frère de Jake, Ethan, crut mes paroles. Il commença à regarder Jake et Sophia avec haine. N'ose même pas, ai-je crié au visage de Jake. Regarde, regarde ça. J'ai couru vers la table de chevet, j'ai sorti un document que j'avais préparé et je le lui ai jeté. Jake prit le papier avec des mains tremblantes. En haut, en gras, était imprimé « Certificat de décès ». En dessous se trouvaient les détails de Patricia et la partie la plus importante, cause du décès, insuffisance cardiaque aiguë provoquée par un choc émotionnel intense, et l'heure du décès, 22h15, l'heure exacte où ils avaient fait irruption. La signature du docteur Sterling et le sceau de l'hôpital étaient clairement estampillés. Jake regarda le certificat, puis le docteur Sterling. Le docteur Sterling se détourna. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais le choc était trop pour elle. Ce soupir, ce détournement de regard fut la confirmation finale. Jake regarda le certificat de décès, regarda sa mère immobile, et entendit mes accusations. Il y crut. Il crut que son apparition et celle de Sophia avaient porté le coup de grâce. Il n'avait pas seulement été un fils terrible. Maintenant, il était le meurtrier de sa mère. C'était une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Non, cria Jake une dernière fois, et ses yeux devinrent vides. Il resta simplement là, immobile, un cadavre sans âme. Il respirait, puis il était déjà mort à l'intérieur. Les infirmières réveillèrent Sophia. Dès qu'elle ouvrit les yeux et vit le certificat de décès, elle cria à nouveau et s'évanouit une fois de plus. Personne ne lui prêta la moindre attention. L'hôpital était en ébullition. Infirmières et médecins chuchotaient dans le couloir. Pauvre femme, dit l'un d'eux. Son ex-belle-fille s'est occupée d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Et dès que son fils et sa maîtresse se montrent, elle meurt. C'est le karma, ajouta un autre. Il a abandonné sa mère quand elle était malade, et maintenant il se montre pour jouer le bon fils. C'était trop pour elle. Jake entendit tout. Son frère Ethan courut vers lui et commença à le frapper. Tu as tué maman. Es-tu content maintenant, cria Ethan. Jake ne résista pas. Il le méritait. Le docteur Sterling fit signe à la sécurité. Assez. Faites sortir monsieur Anderson d'ici. Emmenez mademoiselle Sophia aux urgences. Et docteur Anderson, dit-il en regardant Jake. Vous n'êtes plus un employé de cet hôpital. Veuillez partir. Cette phrase scella le destin de Jake. Il sortit de la pièce en titubant, traversant le couloir des regards accusateurs. La représentation était terminée. Après que tout le monde soit parti, la pièce retomba dans le silence. J'ai séché mes fausses larmes. Le docteur Sterling entra et ferma la porte à clé. Il s'approcha du lit et administra l'antidote à Patricia. Ta pièce, dit-il d'un ton las, était plus cruelle que toutes celles que j'ai jamais vues. Je ne lui ai donné qu'une leçon qu'il méritait, docteur, répondis-je calmement. Ce certificat de décès, dit-il, est maintenant un document officiel. Sur le papier, Patricia Anderson est morte. Nous devons la faire sortir d'ici avant l'aube. J'ai préparé une voiture à la sortie du sous-sol B2. À partir d'aujourd'hui, pour le monde entier, ta belle-mère est partie. Je compris. Ce n'était pas une sortie. C'était une évasion. Je me tenais près du lit, regardant la couleur revenir lentement sur les joues de Patricia. Je lui chuchotais à l'oreille pendant qu'elle dormait. Maman, c'est fini. Je t'emmène dans un endroit calme et paisible, un endroit sans Jake, sans hypocrisie. Nous allons commencer une nouvelle vie. Cette nuit-là, j'ai secrètement fait sortir Patricia, encore endormie, de l'hôpital et je l'ai amenée dans une luxueuse résidence pour personnes âgées sur la côte que j'avais préparée. Le lendemain matin, alors que Jake et Sophia vivaient encore dans l'enfer qu'ils avaient créé, l'hôpital annonça officiellement le décès de la patiente Patricia Anderson. Jake fut renvoyé de l'hôpital pour faute morale. Aucun autre hôpital ne l'embaucherait. Il perdit sa carrière et son avenir, vivant le reste de sa vie avec la culpabilité écrasante de croire qu'il avait tué sa propre mère. Sophia, à son réveil, ne put supporter la réalité. Elle quitta Jake.
leur véritable amour se termina dans la haine et le blâme. Ma vengeance était complète. Je n'ai pas pris leur vie. J'ai seulement pris ce qu'ils appréciaient le plus. Jake perdit son honneur, sa carrière et sa tranquillité d'esprit. Sophia perdit son prix, et tous deux vivraient pour toujours dans l'ombre d'un fantôme que j'avais créé.